Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un Procédé critique, je poursuis ici mais ne conclus pas encore ma rétrospective Frankenstein au cinéma en attendant la version de Guillermo del Toro prévue dans un peu plus d'un mois au moment où vous voyez cette vidéo sur Netflix. Il va être question ici d'une œuvre sortie il y a 10 ans, 2015 donc, le Frankenstein version Bernard Rose, ce cinéaste britannique à qui l'on doit notamment le fameux Candyman de 1992. Et pour interpréter ici non pas la créature, mais le monstre, hein. Il est surnommé Monster, il s'appelle même ainsi quand il rencontre d'autres gens. Nous avons le jeune à l'époque australien Xavier Samuel, qui était transfuge de la saga Twilight et qui a bien dû casser son image ici pour interpréter ses parents, ses créateurs, des scientifiques, Carrie-Anne Moss, et oui, Trinity dans la saga Matrix, et Danny Huston, c'est lui, hein, le docteur Frankenstein, mais là c'est vraiment un couple que nous avons. Et il y a la présence du regretté Tony Todd, c'est presque une évidence puisque c'est ce dernier qui interprétait le Candyman de Bernard Rose, donc plus de 20 ans auparavant. C'est aussi des présences féminines d'actrices plus ou moins connues. McKenna Grace est le premier rôle de Maya Erskine. Alors, relecture très moderne ici du roman de Mary Shelley. C'est la première fois dans cette rétrospective sur la chaîne que je m'attaque ici à un autre contexte historique, même si, bon, il y avait la parodie de Mel Brooks, qui faisait aussi un bond en avant, sur les précédentes versions, James Whale, la Hammer ou Kenneth Branagh, c'était vraiment, on va dire, contemporain du roman. Là, on est de nos jours, dans une sorte de Los Angeles, hein, on comprend à un moment pourquoi, j'y reviendrai, où des scientifiques viennent de faire une expérience, donc les Frankenstein, et créer un être humain à partir de cellules souches, tout ça, bon. Et on assiste à la naissance, donc, de cette créature, qui est vraiment parfaite, hein, de prime abord. On joue sur le visuel d'un jeune acteur venu de Twilight. Cependant, cette expérience va très vite mal tourner, puisque des difformités vont apparaître. Ah, ça a foiré, quoi. Il va vite être tuméfié et autres. Donc le couple, enfin c'est surtout Victor Frankenstein, du coup, décide d'euthanasier, on va dire, l'expérimentation, mais donc la vie, même si Elizabeth Frankenstein, donc Carrie-Anne Moss, semble très réticente. Alors ouais, sauf que au-delà de ces traumatismes faciaux ou autres, cette créature a aussi développé une résistance hors du commun. Donc impossible de l'euthanasier. Ce sont des sbires qui tentent de le faire, ils vont se faire trucider. Et ainsi, le monstre va être libéré, libérer lui-même, et découvrir la vraie vie autour, la nature, mais aussi les bas-fonds de la société. Et après, on rejoue certains éléments du roman. La petite fille, hein, qui tombe dans la rivière, tout simplement. L'ermite aveugle, qui ici est joué par Tony Todd, et d'autres choses, la vindicte populaire aussi, et la violence dont il va être la victime, lui, tout en, fatalement en étant ce qu'il est, répercutant cette violence, la violence d'un nouveau-né qui ne connaît rien de la vie, et qui s'est échappé un peu paniqué à des choses. Très très intéressant ça. Sur le papier, rien de nouveau, y compris dans des thématiques autres que Frankenstein. Hein, voilà, on pense au Elephant Man de David Lynch, qui est même mentionné à un moment oralement par un des flics là, qui récupère, j'allais dire la bête, hein, mais plus humain que beaucoup d'autres êtres humains. Aussi cette idée-là. Le monstre, hein, Monster, hein, comme ça, hein, qui se présente. Et David Lynch, c'est très amusant parce que plus tard on apprend que c'est à Los Angeles parce qu'on cite Mulholland Drive. Enfin voilà, hein. Et dans la descente vers les bas-fonds, on aurait presque pu aller plus loin encore en imaginant une sorte d'approche à la Inland Empire, mais pas tout à fait. Quoique, moi j'y ai pensé. Bon, j'ai pensé aussi Tangerine de Sean Baker, sorti la même année, mais alors dans une autre approche. Mais on va s'intéresser à des vrais gens, donc dans le contexte de Los Angeles. Mais c'est un film là que nous avons en questionnement, dans le sens où forcément c'est difficile de pleinement l'apprécier peut-être. Mais moi j'ai été fasciné. Il m'a passionné ce film de Bernard Rose, parce que on va dire cet ancrage sociétal, moderne et urbain, c'est pleinement ce qu'il a pu offrir
quelques années auparavant, donc, avec son Candyman. Où là aussi, bon, c'était dans la diégèse du film, on reprenait un mythe, une légende urbaine, là, pour le coup, Candyman, mais là, un mythe autre, bah, c'est clairement le mythe littéraire de Frankenstein, pour le remettre au goût du jour, et le placer, le lancer, littéralement, dans la modernité, dans la jungle actuelle de la société. C'est exactement ce qu'il fait là. Et donc, quand cette créature très nouveau-née se place là-dedans, forcément, ça ne peut pas bien se passer. Et moi, j'aime beaucoup l'âpreté, c'est très âpre, quoi, de ce film, qui est brut de décoffrage, en fait. Même s'il n'est pas dénué d'intérêt cinématographique, avec quelques moments... Alors, bon, il y a cette voix off, quasi poétique, plutôt métaphysique et philosophique, qui presque tranche bizarrement avec la trajectoire, mais... Pourquoi pas? C'est presque une voie de l'au-delà, d'une certaine manière, on comprendra ça plutôt vers la fin, mais dès la naissance et tout, c'est ce questionnement sur la vie, qui suis-je et tout, bon, c'est un peu poncif par moment, mais bizarrement ça fonctionne dans une ambiance où parfois on transfigure la réalité, il y a des trucs il y a des fantasmes de, tiens, et d'une sorte de vie parfaite qu'il pourrait avoir quand il commence un peu à rêver ou à imaginer des choses, hein, parce qu'il découvre tellement la vie que parfois, voilà. Mais ce n'est pas dénué de poésie au-delà de cette violence sociale, la rencontre avec la petite fille, les moments de contemplatif de nature, mais toujours contrebalancé, vraiment, il y a cette opposition perpétuelle avec cette violence, même la violence en soi de la survie en milieu naturel, où il doit bouffer des vers, une sorte de cadavre d'animal, enfin, on nous épargne pas grand-chose, mais à côté, il y a quand même la contemplation de quelque chose. Et c'est pareil avec les humains, c'est-à-dire qu'il va rencontrer des gens très positifs, notamment donc l'ermite aveugle, qui est en fait un musicien bluesman SDF, qui va le comprendre mieux que les autres. Bon, ça, c'est vraiment toujours l'idée de l'ermite, hein. Lui, il ne voit pas, donc il comprend avec ses autres sens l'humanité de ce qu'il y a en face, alors que les autres refusent de regarder. Il y a aussi la rencontre avec cette prostituée, qui est là aussi dans une dualité assez terrifiante d'ailleurs, où on comprend qu'en fait, il ne sera jamais accepté, parce que il est tel qu'il est, à cause de cette humeur, etc. Et il ne peut répondre que par la violence, parce qu'il n'a jamais pu être éduqué autrement, il n'a pas pu apprendre. Donc c'est pour ça que lui-même, à cause de ce manque de background, il en est ultra violent. Et donc c'est pareil, c'est des moments où voilà, c'est posé, et puis d'un seul coup, c'est fragmenté sur le plan de la mise en scène, avec des fulgurances très très brutales. Et la brutalité, appelant la brutalité, il y a aussi un discours sur la violence policière. Il y a un flic là qui est hyper haineux. Et franchement, voilà, c'est vraiment dans un contexte très moderne et social, et très aux États-Unis. Tiens, ça fait partie, Bernard Rose aussi, de ces réalisateurs non américains qui ont fait quand même une certaine carrière aux États-Unis et qui osent montrer quelques faits sociétaux de ce pays-là. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos ou autres podcasts de ce côté-là, d'autres réalisateurs venant d'ailleurs qui découvrent, qui connaissent bien les États-Unis et qui quand même osent dire les choses frontalement, alors que certains réalisateurs américains, hein, évidemment il y a des exceptions, tiens, Sean Baker j'en parlais, ou encore Kelly Reichardt, osent vraiment taper dans le lard, quoi, pour montrer la vraie chose, les vraies choses, quoi. Mais bon bref, c'est quand même passionnant aussi sur cette lecture-là. Et ce qui est fascinant dans le film, c'est la descente aux enfers, de la naissance à découverte de la vérité, peut-être à la fin, je reste vague, voilà, il sort de ce carcan de perfection où il a été couvé, mais bon, couvé jusqu'à une possible euthanasie, donc cet endroit très scientifique, il est dans cette nature et tout, mais déjà il y a une hostilité, puis après, plus on avance, plus il y a cette hostilité, des bas-fonds potentiels, mais elle n'est pas là où on croit, c'est-à-dire qu'elle vient plus, cette violence, de ce qui est censé représenter la justice, que des petites gens, au contraire, qui sont là pour lui tendre la main, même si, du coup, il y a cette dichotomie avec la prostituée qui a l'air très ouverte, elle le dit elle-même, elle en a côtoyé les gens brisés, etc., même physiquement cassés par la vie, mais alors là, voilà, il y a une rupture qui se fait, et on comprend clairement que cette créature restera solitaire. Il y a aussi ce discours intéressant, hein, sur l'unicité que représente cette créature, qui est la première donc à être mise en existence comme ça par une sorte de clonage de cellules souches, hein, et aussi la solitude qui va avec, hein. Si t'es trop unique, t'es forcément très seul. Et même dans la façon dont tu peux communiquer ou non, c'est complexe.
Donc là-dessus, voilà. Après, évidemment, tu aurais aimé deux, trois plus de fois de profondeur sur certains points, mais je trouve que ça va avec le sujet et la tonalité globale. C'est un film qui sait être silencieux parfois, même s'il peut avoir donc ces moments de voix off qui partent pas forcément tout le temps bien pensés, parce que ça revient peut-être trop, mais on comprend aussi qu'il faut avoir cette réflexion-là. Et puis le jeu physique, évidemment, alors vous avez Samuel assez étonnant, je trouve qu'il fait très très bien le travail. Évidemment aussi au niveau maquillage, au niveau représentation visuelle, c'est assez dur. Côté hagard, le côté voilà, paumé, mais parfois des excès de violence mais extraordinaires. C'est flippant, ça pourrait presque faire passer cela comme de la violence gratuite, mais il n'y a rien de gratuit dans un film comme ça. Enfin, vous comprenez l'idée. Il y a cette colère absolue de quelqu'un qui ne peut rien maîtriser, et pour cause. Et autour, la réponse à cette violence par la violence d'une société à cran. Et d'une société où on voit des laissés pour compte. Et lui aussi, c'est un laissé pour compte, par définition, puisqu'il n'aurait jamais dû exister, et que cette existence aurait dû être cessée, mais non. Donc voilà. Bon, je ne vais pas aller faire de zone spoiler sur la conclusion, qui en est presque trop évidente. C'est là où on lui fait, on va dire, faire face à son unicité ou non. Le retour aux sources ou non. Est-ce que c'est possible ou pas? On voit qu'il est très attaché à ça. Mère, c'est la première personne qu'il a vue, donc la scientifique, Elisabeth Frankenstein, mais là aussi il y a une impossibilité de toute façon, ce film fonctionne par cycle de on pourrait y croire, mais en fait non. On pourrait y croire, mais en fait non. Donc vous imaginez comment ça va se terminer. Et la fin en soi, évidemment, est proche de ce qu'on pourrait imaginer, un petit peu comme si vous avez vu la fin du film de Kenneth Branagh, par exemple. Là-dessus, on est dans une évidence. Mais c'est un travail intéressant, c'est une lecture passionnante. Forcément, ça peut laisser un petit peu de marbre pour plein de choses, parce que vous pouvez avoir l'impression d'avoir vu ça ailleurs autrement, certes oui. Vous pouvez vous sentir trahi par rapport à l'œuvre de base, c'est obligatoire, vu que là on est vraiment dans une transposition moderne, mais je trouve qu'il y a de l'idée derrière, et surtout, il y a quelque chose qui est dans l'obsession de Bernard Rose. Alors, je dis cela en ayant vu, que Candyman, mais je retrouve cette ambiance-là, plus modernisée quand même, et pas que par la présence de Tony Todd, hein, mais on va vraiment voir au plus bas socialement ce qui se passe. Et c'est pas forcément là que la violence se cristallise frontalement, mais elle en est la résultante. Et du coup, on est plus dans le côté déprimé des choses et les conséquences de celles-ci, au final. Et lui, alors, il est à la fois une cause et une conséquence, hein, notre cher monstre. Notre cher, voilà, je ne vais pas spoiler son prénom, dont on apprendra après, bon, comment il a été baptisé. C'est assez évident là aussi, mais pourquoi pas, pourquoi pas. C'est là où je pense que Bernard Rose aussi joue sur la caution. Tiens, je fais un film aux États-Unis, donc je suis dans ce contexte-là et j'y vais directement. Je pense qu'il y a aussi un peu d'ironie derrière. Je vous conseille ce Frankenstein de Bernard Rose, et je disais en introduction, ça serait pas normalement, hein, enfin, si je change d'avis entre-temps, tant pis, hein, ça peut arriver. Ça ne sera pas ma dernière rétro Frankenstein, parce que je compte en voir un autre. Sorti la même année d'ailleurs. Hein. Voilà, donc si vous cherchez Frankenstein 2015 et que vous trouvez deux résultats sur Google ou autre, vous savez de quoi je parlerai, alors probablement, mais alors juste avant la sortie du Del Toro. Parce que je me suis dit pourquoi pas. Mais bon, évidemment, hein, j'ai pas tout fait en rétro Frankenstein, ça j'ai déjà dit, il y a des films que j'ai laissés de côté, probablement. Mais c'est pas grave. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette version de Bernard Rose, sur quel est votre Frankenstein cinéma préféré, hein, parmi ceux que j'ai évoqués, ou peut-être d'autres que j'ai ratés. Mais c'est pas grave, je sais qu'il y a une série aussi qui est intéressante, une mini-série, que j'ai vue disponible sur YouTube. Alors j'en parlerai pas, mais voilà, ça peut être intéressant. Donc, à vous la parole, et je vous dis à la prochaine. Ciao.